Bonjour à tous, on va vous présenter un travail qu'on a mené avec donc, un de nos infirmiers de l'équipe, Laurent Lossery, qui s'occupe de cette cellule du brûlage dirigé que certains d'entre vous connaissent. Je vais très rapidement me présenter. Donc, je suis le médecin-chef du SDIS du Gard. Effectivement, j'ai pratiqué pendant quelques années, plus de 25 ans dans le SDIS des Bouches-du-Rhône, où je me suis intéressé de très près à tout ce qui était protection des tenues de sapeurs-pompiers, notamment sur l'aspect physiologique. Donc, étant scientifique de formation, je me suis lié à la faculté de médecine de Marseille, et on avait donc travaillé beaucoup à l'époque sur la tolérance physique des tenues de sapeurs-pompiers, puisqu'on avait fait évoluer la norme, la EN 469. J'ai été à plusieurs reprises associé aux travaux de normalisation sur plusieurs versions de la norme. Et puis, le temps a fait qu'on a développé un deuxième volet avec l'arrivée des toxicités sur les fumées. Et on avait donc, avec l'équipe du 13 à l'époque, dirigé des travaux avec le laboratoire de toxicologie de la faculté de médecine de Marseille, qui nous avait mis à disposition médecins du travail. Et on avait travaillé sur la toxicité des fumées. Et on avait commencé très modestement par les formateurs aux caissons à feu. Donc tout ça nous a amené, quand je suis arrivé dans le Gard, et à l'époque, je me rappelle, j'avais demandé effectivement à Laurence de surveiller de près tout ce qui était brûlage dirigé, parce que c'était pour nous une activité qui était considérée comme un risque. Donc je vais vous présenter ce travail que l'on mène avec l'équipe du Gard à présent. Donc Laurent Lossery qui est ici présent, qui est l'infirmier du groupement Cévennes-Égoal, mais pas que, puisqu'on a le docteur Louis Faudoup qui est un des médecins de l'équipe, et aussi le pharmacien colonel Kerstin Streff, qui est notre pharmacien-chef, qui est également biologiste, et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Alors, c'est la flèche d'en haut, tu crois? On va tester. Ah ben, ça marche pas. Ah voilà. Donc, on va commencer par ce qui fâche, l'aptitude médicale. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Les manœuvres. Le brûlage dirigé dans le Gard, qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement? Les expositions, parce qu'en fait, pour connaître, je dirais, les choses, il faut pouvoir y participer. Donc, une fois qu'on a participé aux manœuvres, qu'on connaît un petit peu la typologie des brûlages et les risques qui sont concourants, qu'est-ce qu'on va mesurer, parce que là aussi, je reviens à l'expression on est des scientifiques, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, c'est un travail qu'on a commencé il y a 2 ans. On s'est rapproché d'un très gros laboratoire de toxicologie dont on va parler tout à l'heure, sauf que ces travaux se sont arrêtés, parce qu'il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le Covid. Or, les laboratoires ont fait des PCR et ils nous ont dit, vous passerez après, quoi, je veux dire. Donc, on n'a plus l'occasion, si vous voulez, de mener à terme. Mais en fait, on a la méthodologie et quelques résultats préliminaires. L'aptitude médicale, on en a déjà parlé. C'est d'une part des contraintes qui sont bien identifiées. C'est l'exposition aux fumées, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les fumées d'espace de feu de structure. Ce qui tue dans un feu de structure, ce sont les cyanures. Là, on a des fumées qui sont différentes sur le plan de la composition chimique. En gros, on estime que sur un feu d'espace naturel, à la fin, quand on a tout brûlé, il reste des dérivés carbonés, du CO, et des dérivés carbonés. Mais pas que. Parce que pendant la phase de combustion incomplète, on peut respirer des choses. Et ces choses, c'est quoi? On va voir qu'il peut y avoir des dérivés benzéniques, des dérivés aromatiques, on les sent de toute façon, et à la fin, ça donne des métabolites. Ça nécessite une activité physique intense. Donc vous imaginez que pour être apte avec le stress thermique, il va falloir des gens qui n'ont pas de problème cardiovasculaire. Il y a le risque traumatique, c'est le premier risque que l'on voit. Alors ce risque traumatique, ça peut être la brûlure, ça peut être la blessure, et puis il y a l'éloignement de l'émission. Nous, là, on a quelqu'un qui est dans cette salle qui a été brûlé lors d'une intervention en Cogeco. Ils étaient à peu près à 2,5 km, je pense, de leur camion, de leur première zone de repli. Donc ce risque traumatique est non négligeable. Donc c'est pour ça qu'on a mis, nous, le paquet sur ce soutien sanitaire en se disant, s'il arrive quelque chose à ces personnels-là, ça peut être grave, il faut que ce soit pris sans délai. Mais surtout, il faut qu'il y ait peut-être une sélection à l'entrée, parce que faire une douleur thoracique à 2,5 km du camion, c'est pas pareil que de la faire dans un endroit où on peut donner l'alerte, où on peut être récupéré tout de suite. On fait toujours, quand on sélectionne les gens, parce que c'est de sélection dont il s'agit, un focus sur les antécédents cardiovasculaires.
la recherche d'antécédents personnels, d'antécédents familiaux, le surpoids, l'état physique global et ostéo-articulaire. Et puis, il faut une surveillance médicale en lien avec ces expositions. Alors, faut-il une spirométrie? Moi, je suis très dubitatif. Voilà. Faut-il des prélèvements urinaires? On va en parler. Donc, vous voyez qu'il faut un ECG systématiquement, mais une spirométrie, je suis un peu moins convaincu. Laurent, tu veux en parler maintenant du soutien sanitaire? Je te laisse la parole, puisque c'est ton truc. Alors depuis quelques années maintenant que je suis arrivé au groupement Cévennes-Égoal, à l'époque Jérôme Jallet était encore chef de centre à Saint-Ambrois et s'occupait de la cellule COGEFO, donc pour les non-initiés c'est le commando génie feu de forêt, la structure qui établit des grandes longueurs. Et depuis des années donc on faisait ensemble des manœuvres avec du soutien sanitaire lors des manœuvres. Et petit à petit, on a appris à se connaître et est arrivé le brûlage dirigé. Et depuis que le brûlage dirigé s'est mis en œuvre dans le département du Gard, à chaque mission, à chaque manœuvre, il nous demande un soutien sanitaire et je pense qu'on essaye de l'honorer à chaque fois. Et bien nous en a pris parce que régulièrement, malgré tout, on récupère alors de la petite traumatologie essentiellement, mais on est là, on est avec eux, et puis ça nous permet de commencer nos études que l'on va voir après. Alors, peut-être parler aussi de tout ce qui est, vas-y, parle de tout ce qui est doublure préalable des personnels, connaissance du milieu. Alors, effectivement, donc les missions de soutien sanitaire avec nos infirmiers essentiellement ont commencé par moi, puisque j'étais l'infirmier du groupement Cévennes-Égoal, donc celui qui a, comme disait la sous-préfète tout à l'heure, le plus d'espace naturel à brûler. Et petit à petit, j'ai amené avec moi en doublure les infirmiers volontaires. Aujourd'hui, on a une VLI, donc un infirmier qui est de garde tous les jours sur Lédignan, donc à une quinzaine de kilomètres ici. Et c'est l'infirmier qui participe au soutien sanitaire, et notamment sur les brûlages. Et c'est lui que l'on amène sur les chantiers. Aujourd'hui, on a des infirmiers qui sont aguerris, mais à chaque fois que l'on a un brûlage dirigé, on essaie de mettre des jeunes infirmiers en doublure pour justement, comme avec les pompiers, avoir l'appréhension du feu, savoir comment c'est quand il fait chaud, et puis mettre aussi la tenue et voir la problématique physiologique déjà d'une tenue un peu spécifique. Le milieu, comme je vous ai dit, on le connaît, hein, les Cévennes sont très particulières et on effectue, lorsque l'on est en manœuvre avec eux, comme je vous ai dit, beaucoup de petites traumatologies, alors de la chute, de la cheville, etc. Un petit peu de brûlure. Bon, ça c'est les EPI qui changent et puis les gens qui s'approchent des fois un peu trop. Rarement des coups de chaleur parce que maintenant les équipes sont habituées et savent que la première chose à faire c'est beaucoup s'hydrater et dès qu'on chauffe un peu c'est de se mettre en repli. Et effectivement le fusible, le premier fusible, hein, aujourd'hui je pense que c'est la face. Donc quand on a chaud à la face c'est que déjà on a beaucoup chauffé. On fait des surveillances de monoxyde de carbone. Alors on avait fait des études avec nos infirmiers justement en soutien sanitaire où on faisait des relevés de monoxyde de carbone avec le RAD, mais aussi j'avais commencé moi une étude où on mettait le testeur CO et peut-être qu'effectivement il faudrait qu'on le généralise, le détecteur CO, puisque c'est un bon moyen de savoir où on en est. Et puis voilà, on a une société qui nous a mis à l'étude qu'on a dans le véhicule d'intervention infirmier de gilets rafraîchissants. Donc on a 4 tailles de gilets que l'on peut mettre justement sur un pompier qui vient de faire un petit coup de chaleur. Voilà. Bon, le véhicule dédié, bien entendu. On a depuis quelques années maintenant alors là c'est le Ford Ranger, le dernier cri médical, mais on a maintenant des dusters pour aller sur
sur les chantiers. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, si on est là en soutien des personnels, nous ça nous permet aussi d'aguerrir nos personnels à ce qu'est le feu de forêt, à la connaissance du risque du feu de forêt, hein, parce qu'on ne va pas lâcher nos personnels à la sous-direction en santé comme ça, parce qu'il y en a des fois qui arrivent, on les voit arriver sur des colonnes l'été, ils n'ont jamais vu un feu de forêt, quoi, je veux dire. Hein. On a des départements des fois qui arrivent, donc on capte les personnels médicaux pour éviter de les mettre en situation difficile. Donc nous, ça nous permet d'aguerrir nos personnels. Ça permet de connaître les groupes, ça connaît de permettre les risques, de faire une vraie évaluation du risque professionnel et de tester aussi du nouveau matériel. Là, on a eu en test cet été des gilets rafraîchissants. Voilà, c'est quelque chose qui est courant dans les milieux sportifs. Les partenariats, je dirais, avec les entreprises, c'est important qu'on les ait pour tester ces nouveaux matériels. Et puis, ça nous permet, nous, de lancer des études. Alors, on a bien compris que... je suis revenu sur la diapo d'avant. Alors, hop. Alors, pour les brûlages en regard, en fait, si vous voulez, on applique les mêmes principes. Donc, d'une part, vous avez bien compris qu'on a des partenariats hein, avec des laboratoires hein, qui acceptent de nous traiter nos données. On a un très gros laboratoire qui est basé sur Martigues. Alors, on paye ces examens-là. Hein. Le SDIS accepte de les payer parce que ce n'est pas gratuit. Donc c'est un laboratoire qui est spécialisé dans la toxicologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la zone de Martigues est une très grosse zone dédiée à la pétrochimie. Donc ce sont des personnels qui sont soumis à une surveillance médicale renforcée. Donc c'est la plus grosse plateforme de traitement en toxicologie pratiquement dans la région PACA et du sud Méditerranée. Donc on a un partenariat avec ces gens-là. On a ensuite des gens pour qui on teste du matériel et puis on travaille de très près depuis plus de 20 ans avec le CEREN, ce qui permet nous de prototyper des tenues, de sélectionner certains types de tenues, voilà, et puis de vérifier en termes de radiation, en termes de tolérance. Donc on a un très gros partenariat avec le CEREN depuis plus de 20 ans. Donc comme je vous disais, le Covid est passé par là, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler sur certaines populations, notamment les formateurs avec les caissons à feu, puisque les problématiques sont similaires et très proches. Donc, comme on vous disait, on a un partenariat donc, avec un labo de toxico. Il y a une notion de délai entre le moment où on respire et le moment où on peut prélever. C'est-à-dire, il y a une cinétique, vous imaginez, on respire de la fumée, elle se diffuse dans l'organisme, elle passe dans le sang, elle est filtrée, elle est éliminée essentiellement par deux voies. C'est soit la voie hépatique, soit la voie urinaire. Bon, il faut le temps que tout ça se mette en place, que ça avance. Bien souvent, quand on fait du brûlage dirigé, on boit un petit peu moins, on a moins envie de faire pipi, donc il faut le temps de se réhydrater et de relancer la machine. Donc il y a une notion de délai. Il y a un horaire de prélèvement qui doit être adapté à la pharmacocinétique du marqueur. Bon, ce sont des prélèvements non invasifs, basés sur le volontariat, hein, voilà, ça c'est important, avec une fiche dédiée. Tu vas en dire deux mots peut-être, Laurent ? Oui, c'est une fiche que l'on a étudiée avec le laboratoire Labo Sud. Donc on va prendre des références physiologiques avant et après le brûlage, le poids, la tension, la fréquence cardiaque, etc. Et l'on va répéter ces paramétrages après le brûlage. Ce qui est important de dire, et ça reflète ce que disait tout à l'heure la sous-préfète, sur cette étude-là, donc avec le caisson et avec le CEREN, donc vous avez vu hier Frédéric Giroux, le projet Étincelle, donc c'est un projet avec différents fabricants de pays. On les a fait rentrer dans le caisson, on les a habillés et on les a fait rentrer dans le caisson. Au moins, quand ils sont sortis de caisson, ils avaient une vraie approche de ce que c'était le feu, les conditions, les pantalons qui sont trop courts ou qui sont trop longs, qu'on marche à genoux, etc. Donc oui, on travaille là-dessus parce que c'est les EPI demain, c'est les futures normes pour demain. Mais ce que l'on fait avec le caisson, on essaye de le faire avec le brûlage, même si le Covid est passé par là. Et on veut vraiment que les gens qui travaillent avec nous aient une vraie conscience de ce que subissent les sapeurs-pompiers. Alors, donc je vous disais les horaires adaptés, une fiche de traçage, parce qu'il est important de savoir ce qu'on a fait dans les jours ou les horaires qui ont précédé le prélèvement. Est-ce qu'on a fait des sports mécaniques? Est-ce qu'on a fait des barbecues? Est-ce qu'on a professionnellement fait des brûlages dirigés cumulatifs?
Quel est le type de brûlage? On s'est rendu compte qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus toxiques que les autres, notamment le genêt par exemple. Est-on fumeur? Non fumeur? Quels étaient les EPI portés? Quel était le niveau d'HbCO que l'on avait, de CO dans le sang? La température, le rythme cardiaque, donc autant d'éléments si vous voulez qui sont à prendre dans la fiche, avec un prélèvement général qui est fait 4 heures après la notion d'arrêt de brûlage dirigé. Et puis la question c'est qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche? Donc on s'est mis d'accord avec le laboratoire. Ce sont essentiellement les pyrènes urinaires sous leur forme hydroxylée, les dérivés benzéniques, des aromatiques polycycliques, qui présentent quand même une toxicité en termes de cancer vésical, et puis le limonène que l'on retrouve dans certains végétaux. Alors, le résultat, on a eu sur ces résultats. Alors, on va en parler. Là. Voilà, on va en parler. Alors, sur toute une saison, on n'a pas trouvé de personnes qui étaient à plus de 10% de CO, sachant qu'un fumeur chronique, ça peut atteindre 6-7%. On n'a pas encore de résultats liminaires sur les feux d'espace naturel, parce qu'on n'a pas fait assez de prélèvements pour vous les présenter. Par contre, sur les caissons qu'on suit très régulièrement, on a trouvé 2 personnes qui étaient positives aux pyrènes dans les urines. Sachant qu'on fait très attention au combustible brûlé, c'est-à-dire qu'on ne brûle pas de bois qui a été traité par l'homme. Tout bois qui a été traité par l'homme peut contenir des cyanures, donc on ne brûle exclusivement que des bois non traités. Donc on a trouvé 2 personnes avec des pyrènes dans les urines, un qui faisait du sport mécanique, donc qui s'est retrouvé après derrière les pots d'échappement pendant tout un week-end en creusant, et le deuxième qui avait mangé un petit peu trop de pommes. Voilà, donc parce que les pommes peuvent contenir du pyrène, donc c'est les 2 cas qu'on a identifiés en faisant vraiment l'étude toxicologique. Donc vous voyez qu'on est allé au bout du bout du bout. Donc c'est une étude qu'on va continuer maintenant que le Covid s'est atténué et qui est très importante pour nous en termes de risque professionnel et d'exposition, parce que vous allez voir sur quoi on va déboucher. Par contre, ce qui est important, c'est que avant ces notions de brûlage dirigé, de caissons à feu, etc., du moment que l'on porte une tenue de pompier, il est très important de ne pas effectuer un effort très important avant. Il ne faut pas lancer la thermogénèse, c'est-à-dire que quand on va faire du crossfit en caserne et puis qu'après on met une tenue, c'est pas très bon sur le plan de la santé. Donc voilà, on va reprendre cette étude très prochainement, durant la prochaine saison et notre partenariat. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ? D'abord, qu'il faut, je pense, une aptitude adaptée pour faire ce genre de mission, vous l'avez bien compris, notamment sur le profil cardiovasculaire, parce que c'est vraiment celui qui va nous poser le plus de problèmes et qui est le plus à risque pour nous. L'infarctus ou la douleur thoracique, on en a eu une cet été, un pompier qui a fait un malaise sur un feu de forêt, qu'on a pris en charge, qu'on a été obligé de transporter en urgence, qui a été stenté. C'est un très bon candidat à la mort subite. Donc, profil d'aptitude adapté. La deuxième chose, c'est une surveillance médicale renforcée. Vous savez qu'en termes de médecine du travail, on peut proposer des surveillances médicales qui sont normales ou renforcées. C'est ce qui se passe dans l'industrie. Donc nous, on pense qu'il faut faire comme certaines spécialités. Vous savez très bien que les plongeurs, les grimpes ont des surveillances médicales adaptées et renforcées. Nous, on pense que pour les formateurs aux caissons à feu et pour les personnels du brûlage dirigé, il faut une surveillance médicale renforcée. Alors, c'est la même chronicité des visites, on vous rassure, mais ça veut dire que si on a un doute, c'est une exploration cardiovasculaire. Ça peut être la recherche de toxicologie de façon beaucoup plus régulière. Je dirais c'est encore à affiner en fonction de nos résultats. Les examens spécialisés, c'est quoi? C'est un électrocardiogramme d'effort, une spirométrie, des tests urinaires, vous l'avez bien compris, avec la question de qui paye les tests urinaires. Pour le moment, c'est nous qui les payons, mais je dirais si on en fait une spécialité, à la limite, ce sera pris en compte de manière beaucoup plus globale. Et puis, il faudrait développer, en tout cas c'est mon opinion, et j'en ai l'intime conviction, un livret de suivi, avec le nombre de brûlages qui ont été faits, dans une saison, est-ce qu'il y a eu un effet cumulatif avec la présence de dérivés toxiques, parce que ça permettrait de tracer les lésions dans le temps. C'est-à-dire que vous faites partie aujourd'hui d'un groupe, mais vous pouvez le quitter, vous pouvez partir à la retraite. Quel sera votre avenir médical dans 10 ans? Si dans 10 ans vous découvrez une pathologie et que vous vous dites finalement il y a 10 ans j'ai fait X brûlage dirigé, est-ce qu'il y a un lien? Pas un lien avec. Donc l'intérêt de mettre en place un livret, ce serait aussi le jour où vous partez, de vous le remettre et de dire si un jour il vous arrive quelque chose, vous pourrez attester du nombre de brûlages, de l'exposition professionnelle dont vous avez été, je dirais quelque part, le témoin et auquel vous avez été soumis. Et puis dernière chose, l'importance du soutien sanitaire, vous l'avez bien compris, pour la prise en charge des blessures, des problèmes de santé, mais également
pour, je dirais, amorcer cette phase de suivi, de surveillance, parce que nous, derrière, ça nous met en place toute la chaîne, je dirais, du décryptage et de la surveillance dans le temps de nos personnels. Voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre. Merci beaucoup, merci, on peut les applaudir. Et je vous garantis que faire applaudir le 3SM dans une rencontre du brûlage dirigé, il y a quelques années, c'était pas gagné. Et c'est grâce à vous. Merci pour ce travail et pour avoir, je pense, regagné la confiance des praticiens. Y a-t-il une question? On a le temps pour une question. La confiance, mais toute relative quand même. N'ayez pas peur, on ne mord pas. Hein. Je voulais la poser en aparté, mais du coup, je la pose pour tout le monde. Une question par rapport justement au prélèvement que vous faites. Pourquoi vous ne faites pas un prélèvement urinaire, par exemple, avant l'exercice, avant le brûlage? Enfin, est-ce que vous le faites ou pas? Ce qui permettrait de comparer le avant et le après. On fait alors. Vous avez bien compris que, en ce qui concerne les études sur le brûlage dirigé, on n'a pas pu commencer, puisque le Covid est passé par là. Mais on a réussi à commencer avec le caisson. Donc le caisson, c'était sur 3 jours. Donc on faisait pisser les formateurs, puisqu'on ne faisait pisser que les formateurs et pas les stagiaires. On faisait pisser les formateurs le matin, à J0, puis le soir, et pendant les 3 soirs en fait. Et donc on avait 4 résultats d'urine. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu que le pompier qui faisait du sport mécanique, lui, il était positif à J0, et que celui qui bouffait des pommes ou du coca, lui, était positif à J3. Voilà. C'est ce qui nous a permis de faire la corrélation. Mais oui, on fait pisser. Et le but de travailler avec le brûlage, c'est qu'on peut les faire pisser avant de commencer la saison, et on les suit sur la saison. Et là, on aurait un vrai fil conducteur sur une saison de brûlage dirigé. Merci encore, on peut les applaudir. Et alors, juste avant la pause, on a des gens dans cette salle qui ont exercé dans les plus hauts services de l'État, au niveau départemental, et puis maintenant qui ont un peu de temps libre et qui sont revenus à leur instants de départ. Marc, est-ce que tu veux bien venir commenter commenter un peu ce que tu